prêt. Ça y est, ça démarre. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez mettre un petit message par le chat. Oui, Très bien. Parfait. Parfait. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là, de France et même de Suisse, visiblement. Nous allons être ensemble pendant 1 heure pour ce webinaire refonte de site, comment nourrir les réflexions grâce à la donnée. Donc je suis Lionel Cherpin, je suis directeur conseil et dirigeant de l'agence Empirique, qui est une agence de marketing digital. Et bonjour, je suis Marie-Claire Vilcotte, directrice conseil chez Adimeo, une agence conseil en digital. Alors, en termes d'agenda, donc nous sommes ensemble pour 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, via la fenêtre dédiée dans le chat, et de voter pour les questions des autres participants. Et on essaiera de répondre à toutes les questions, mais s'il y en a trop, on privilégiera celles qui ont été plébiscitées. Donc, en termes d'agenda, on va rapidement présenter Empirique et Adimeo. Et puis ensuite, évidemment, l'objectif, c'est de rentrer dans la problématique d'un projet de refonte et d'illustrer l'apport de la donnée sur les différentes réflexions que l'on peut avoir au cours d'un projet de refonte. Alors, du coup, les objectifs du webinaire, l'idée, c'est de vous sensibiliser à l'apport de la donnée dans un projet de refonte, parce que nous faisons souvent le constat que un projet de refonte, assez souvent, on a tendance à vouloir faire table rase du passé et de son site existant, et c'est bien normal, hein, puisqu'on souhaite l'améliorer, le renforcer techniquement. Et pour nous, il est quand même important de se dire que le vieux site que vous avez, même obsolète techniquement, graphiquement, ergonomiquement, c'est aussi un site qui a collecté de la donnée qui peut être utile pour prendre des décisions au cours d'un projet de refonte, parce qu'on sait que le projet de refonte va mobiliser plusieurs intervenants, et les discussions quelquefois vont être un petit peu sur du j'aime pas, notamment sur tout ce qui touche au design et aux dimensions graphiques. Donc l'idée, c'est que la donnée puisse être un petit peu le juge impartial pour aider les décisions. L'idée, c'est de vous présenter la palette d'outils qui facilitent les prises de décision et des exemples concrets de cas d'usage. Ce que nous n'aborderons pas, c'est toutes les méthodes de conception, la dimension technique, l'animation d'un nouveau site. L'idée vraiment, c'est d'être focus sur l'apport de la donnée dans les phases amont de réflexion quand on démarre un projet de refonte. Rapidement à propos d'Empirique, donc nous sommes une agence de marketing digital et on milite pour une meilleure performance digitale, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas toujours de vouloir faire plus d'audience, plus de chiffres, plus d'audience sur un site, mais d'avoir une approche aussi plus qualitative d'une audience mieux qualifiée qui va forcément plus convertir et notamment de se baser sur la donnée parce que la donnée va faciliter la prise de décision, permettre d'améliorer la connaissance de son audience, la connaissance de ses clients, faciliter la prise de décision et pour au final mieux investir son temps et son argent. Et malheureusement, Marie-Claire a été déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Eh ben, je ferai la présentation d'Adimeo à sa place. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au cours de ce webinaire, c'est de montrer des cas concrets d'apport de la donnée dans un processus de refonte. En termes d'expertise et offre, chez Empirique, on va se positionner sur toute la chaîne de valeur de la donnée. La première phase de construction de son capital données, où là, l'idée, c'est de collecter, d'installer les différentes solutions de collecte de données, de s'assurer que ces données soient évidemment fiables via des solutions analytics, Google Analytics, AT Internet ou des solutions de tag management,
Une fois que cette donnée est collectée et fiabilisée, on va pouvoir la restituer au sein de tableau de bord via de la data vis, et on va même pouvoir aussi l'exploiter dans des outils maison que l'on développe en faisant appel à des compétences en data science ou en machine learning. Une fois qu'on a construit cette première phase de collecte de données, la phase suivante consiste à analyser cette donnée en termes de parcours client, en termes d'audit et de benchmark, de faire appel à la data science pour du coup nourrir les différentes réflexions, et c'est ce qu'on va notamment voir aujourd'hui. La phase d'après, une fois qu'on a analysé cette donnée, c'est qu'on va pouvoir l'activer au sein des principaux canaux web marketing, SEO, SEA, Social Ads ou A/B Test, et ensuite s'inscrire dans une logique d'exploitation, de data démocratisation de la donnée. Audrey, Marie-Claire, je ne sais pas ce qui se passe. Si tu peux voir Audrey avec Marie-Claire, si tu peux l'aider. Voilà, l'idée c'est de pouvoir exploiter la donnée au sein des organisations, donc de faciliter, de former nos clients à l'usage de la donnée en interne. On a animé toute une série de webinaires sur un site qui s'appelle From Data to Action. Donc là, c'est l'avant-dernier webinaire de ce cycle. On animera un webinaire la semaine prochaine sur l'exploitation de la data pour piloter ses campagnes Google et Facebook Ads. Mais on a également l'ensemble de nos webinaires précédents qui sont encore disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les consulter. Alors, à propos d'Adimeo, je vais faire la présentation à ta place, Marie-Claire. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Du coup, je vais faire. Est-ce que je fais la présentation à ta place ou tu la feras quand tu te reconnecteras, si tu m'entends? Désolé, hein, c'est les joies du direct. Ok. Bon. Adimeo, donc désolé, mais je vais être un peu moins forcément à l'aise que Marie-Claire pour présenter cette agence. Donc de la réflexion stratégique à la réalisation de votre produit ou de votre service, Adimeo vous accompagne à chaque étape de votre processus de transformation digitale. Donc en termes d'expertise, Adimeo intervient sur les phases de consulting de stratégie, toutes les expertises également de design UX, UI, donc prototypage, test utilisateur, design d'interface, la production technique, donc le développement de sites web, d'applications mobiles, d'intranet ou d'applications métiers. Voilà, donc globalement, Adimeo est très complémentaire d'Empiric, parce que nous, chez Empiric, on ne fait pas du tout de design ou de développement de site et on n'a pas vocation à le faire. Et donc, on collabore régulièrement sur de nombreux projets où on va mettre en commun nos expertises data, marketing digital de notre côté, les expertises design et production technique côté Adimeo. Alors, je vais faire cette partie malheureusement qui était initialement prévue pour Marie-Claire. Alors, la refonte, c'est une joie, un trois-mois, un besoin, un pensum, un renouvellement. Et quoi qu'il arrive, ça implique de sortir de sa zone de confort, puisque on va remettre en cause un site existant et donc faire en sorte que de faire table rase du passé en essayant de capitaliser sur les forces du dispositif existant, mais surtout essayer de l'améliorer. Dans tous les cas, quand on refond un site, on ne part pas de zéro. Donc, effectivement, on part d'un existant, d'un site qui a sa performance, ses forces, ses faiblesses, d'une notoriété et d'une visibilité, quel que soit le point de départ, quelle que soit l'ancienneté du site et son historique. Est-ce que du coup, Marie-Claire, on règle le problème parce que là, je fais tes slides, je suis pas, c'est pas l'idéal. Désolé, je reviens. Excusez-moi.
Désolé, je vais continuer. Désolé. Alors, en amont des phases de conception et de développement d'un site, il est nécessaire de poser une stratégie qui va impacter tous les aspects d'un écosystème de communication. Voilà, donc quel que soit le projet, on va prendre en compte les différentes composantes de sa stratégie digitale. Évidemment, on a le site web, mais on a également les canaux d'activation web marketing, tels que l'email, le mobile, le SIA ou le SEO. Dans tous les cas, la refonte doit poursuivre un objectif business et notoriété, donc qui va différer selon le type de site, selon le contexte. Donc l'objectif du projet va être d'acquérir de nouveaux prospects, développer la notoriété, vendre en lead, accroître la conversion, augmenter le trafic, améliorer la relation client ou la fidélisation ou apporter de la nouveauté. Donc là, il va être important dans les objectifs de hiérarchiser en fait ces objectifs avec un but. Quelle est la raison d'être du site? Alors globalement, pour moi, la raison d'être du site, il y en a toujours que 3 au maximum, qui vont être la génération de chiffre d'affaires pour un site e-commerce, la génération de leads pour un site B2B ou un site qui a vocation à générer des contacts commerciaux. Et le troisième objectif, ça peut être un objectif d'audience qualifié notamment. Donc, une fois qu'on a déroulé ces buts, on va définir des sous-objectifs un peu plus opérationnels à partir de l'analyse de l'existant. Les impacts. Alors désolé, c'est encore une fois les slides d'Adimeo et de Marie-Claire, donc je suis forcément un peu moins à l'aise pour les présenter. Effectivement, on va avoir des impacts qui vont qui vont être aussi. Alors attends, juste Marie-Claire, elle n'a pas ton numéro en fait. Mais Marie-Claire, il suffit que tu te reconnectes. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais voilà. Donc les impacts au niveau du projet vont aussi impacter toute la face immergée de l'iceberg avec des composantes techniques évidemment à prendre en compte. Les objectifs au final d'un projet de refonte, c'est un double objectif la plupart du temps. Ça va être déjà d'augmenter l'audience du site et bien sûr d'améliorer la qualité de l'expérience client et la conversion. Tout ça au service soit d'un objectif business de chiffre d'affaires, soit sur l'amélioration, l'augmentation du nombre de leads. Au final, les enjeux d'un projet de refonte sont assez simples et tout bêtes. C'est de capitaliser sur ce qui fonctionne, d'exploiter les données existantes pour faire en sorte que on améliore, qu'on les réexploite l'ensemble des composantes de son site pour qu'elles fonctionnent, et bien sûr profiter du projet de refonte pour identifier toute opportunité d'amélioration de son dispositif. Donc les grandes étapes d'un projet de refonte, globalement, on distingue 5 étapes d'un projet de refonte. La première phase de recueil de besoins et d'analyse. La seconde phase de ce qu'on appelle définition d'un terrain de jeu. C'est de savoir dans quel environnement on évolue. Ensuite, c'est toute la phase plus opérationnelle où une fois qu'on a l'ensemble des insights qui ont été remontés, on va travailler sur la conception, la production technique et la mise en ligne et l'animation de son site. On va se focaliser aujourd'hui sur les grandes étapes. On va pas vous fournir les conseils pour définir de façon très précise des parcours clients, des wireframes. On va pas parler la dimension technique. L'idée, c'est de vous montrer sur les phases amont de réflexion dans quelle mesure la donnée peut être utile pour avoir un maximum d'insights qui vont faciliter la prise de décision que l'on va avoir sur son projet. La première phase, voilà, c'est d'auditer l'existant pour comprendre l'écosystème
l'idée, c'est tout simplement d'analyser la performance de son site existant, comprendre quelles sont les forces et les faiblesses, et tout ça va nourrir la stratégie, va aider à formaliser des besoins et des objectifs. Donc pour ça, on a plusieurs leviers à disposition. On a des audits qui vont être internes, qui vont concerner le dispositif existant, donc l'audit SEO, l'audit statistique, l'audit ergonomique, l'audit éditorial. On va pouvoir s'appuyer sur des interviews aussi des équipes internes pour pouvoir voir quels vont être selon les axes d'amélioration du dispositif. Et puis, on va aussi s'appuyer sur des données, des sources de données externes, faire des analyses qualitatives, donc des benchmarks sectoriels, concurrentiels, des études de tendance, analyse de marché, faire des focus group ou des interviews, et d'un point de vue quanti également, s'appuyer sur des sondages en ligne pour identifier là aussi les axes d'amélioration de son site existant. Donc, la première étape qu'on peut notamment faire quand on va se lancer sur un projet de refonte, on va du coup pouvoir s'appuyer sur des sondages pour notamment qu'on va pouvoir déployer sur son site existant pour notamment à la fois avoir des informations sur le profil de son audience et surtout quels vont être les axes d'amélioration du dispositif. Donc là, il y a plusieurs solutions qui sont existantes. Voilà, chez Empiric, on aime bien utiliser la solution Hotjar. Donc, c'est une solution qu'on va pouvoir exploiter et mettre en ligne assez facilement sur le site avec des sondages qui vont être contextuels, c'est-à-dire qui vont s'afficher sur des typologies de pages en fonction de comportement utilisateur, du temps passé, du scroll sur la page, en fonction de la provenance. Et donc, c'est des sondages contextuels qui vont nous permettre de recueillir deux types d'insights dans le cadre d'une refonte. C'est déjà avoir des informations sur le profil de l'audience. Poser des questions si ce sont des gens qui connaissent déjà, par exemple, la marque, quel a été le contexte de leur venue sur le site. Est-ce qu'ils sont plutôt là, par exemple, sur le site Air France pour préparer leur voyage, réserver, comparer des offres. Donc ça permet de mieux appréhender la typologie d'audience que l'on a face à nous. Et puis le deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir identifier quelles sont les fonctionnalités qui seraient manquantes, quelles seraient au contraire les fonctionnalités existantes mais qui seraient à améliorer. Donc ça peut être aussi une mine d'informations très utile pour nourrir des réflexions, notamment en se posant la question de développer une fonctionnalité sur un site e-commerce, par exemple, le pouvoir mettre en favori des produits qui ont été consultés. Là, très facilement, en quelques minutes, on peut déposer un questionnaire sur son site. L'intérêt de son questionnaire, c'est qu'on va s'adresser si on fait un questionnaire, un sondage auprès, par exemple, de sa base de données clients et on va l'envoyer par mail. Là, le sondage, on va aussi pouvoir s'adresser à des gens qui ne sont pas encore clients, donc avec des prospects, des suspects potentiels. Et donc, du coup, ça nous donne des informations utiles et complémentaires des informations qui seraient posées auprès d'une base client. Excusez-moi, c'est peut-être Marie-Claire qui me dit que ça marche pas toujours pas. On va faire en call, mais comment? Excusez-moi. Oui. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on t'entendra bien, mais bon. Allô? Je te mets en haut-parleur, mais je suis pas sûr qu'on t'entend. J'espère qu'on t'entendra bien, mais on va faire ça. C'est bon, là, tu m'entends? Ouais, je t'entends, vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Marie-Claire? Ah, génial, merci. Je suis désolée, j'ai perdu la connexion et après j'ai perdu la caméra et je ne pouvais pas revenir en scène parce que j'étais déjà connectée. Bref, on y va. Allez, vas-y. Bon, faut dire que ça fait… Marie-Claire ça a utilisé un ordinateur que depuis une semaine. Donc, c'est ça, exactement. voilà, donc du coup, j'étais sur les sondages.
J'avance. Les tests utilisateurs. Lionel, je vais juste te dire un truc sur les sondages, parce que je n'ai pas parlé juste avant. En fait, les sondages, effectivement, c'est hyper important en termes d'audit, de diagnostic d'un terrain déjà occupé. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on fait vraiment systématiquement dès qu'on peut le faire. Il faut vraiment recueillir des avis d'usagers, que ce soit en interne ou en externe. C'est vraiment une mine d'or parce qu'on réussit à avoir, en faisant un questionnaire pas trop touffu, on arrive à avoir plein de données très intéressantes. Quelques questions ouvertes et pas trop, on arrive à recueillir des informations qui vont nous aider ensuite par la suite sur la partie arborescence et conception. Et là, par exemple, on en a un en direct live qui est sur le site de l'aphp.fr, donc vous pouvez tous aller évidemment le remplir. Vous avez sûrement un avis sur ce qui s'est passé après cette crise sanitaire. Voilà, donc un peu de publicité au passage, mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un vrai exemple, un cas réel qui est en cours actuellement. Merci. Les tests utilisateurs distants, donc le principe, c'est d'organiser comme un focus group à grande échelle, où globalement, on va du coup faire tester un site. Donc, on peut faire tester un site avant sa refonte pour notamment s'appuyer sur des retours qui vont être… Marie-Claire, tu peux couper Allô? Bon. On va s'appuyer sur des retours de… tu peux couper… En fait, il faut que tu coupes le micro de ton ordinateur, là. Parce que du coup, ça me revient, ça fait un bruit pas possible. Non, pas le micro, mais le haut-parleur. Du coup, les tests utilisateurs, le principe, c'est qu'on va du coup avoir des retours qualitatifs d'utilisateurs qui sont dans votre cible potentielle, donc le principe du panel. Ils vont tester votre dispositif, tester le site, faire des retours et s'exprimer à l'oral, et ensuite ces analyses sont condensées sous forme de rapport et peuvent être là aussi très utiles pour voir ce qui marche sur un site existant et surtout ce qui est amélioré en termes de dispositif. Donc, ça peut être utilisé à plusieurs phases. Ça peut être utilisé sur un site existant dans le cadre de la refonte, mais ça peut évidemment être utilisé aussi dans les phases de prototypage, de conception de maquettes. Ensuite, dans les phases amont, il est important aussi de fixer des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps, parce que c'est un point de repère et c'est ce qui permettra de juger si l'investissement qui a été fait dans la refonte du site, évidemment, a un impact positif en termes de business. Alors, si je peux compléter sur cette partie, c'est vrai que tout ce plan de mettre en place des indicateurs de performance, c'est vraiment important, quel que soit le dispositif digital. Même sur un petit dispositif digital, c'est vraiment important de pouvoir après mettre en place des indicateurs pour suivre après dans le temps, une fois que le site est mis en production. Ça vous donne aussi des informations très très précieuses qui vont vous permettre de bouger les lignes éventuellement sur votre dispositif. Alors, en quoi la donnée peut être utile? Donc, on va aborder 3 dimensions d'un projet de refonte qui sont la formalisation des personas, le travail sur l'arborescence et les contenus, et ensuite l'optimisation des parcours et le choix des fonctionnalités. Donc, on a plusieurs types de données à disposition pour chacune de ces dimensions d'un projet. Et le bénéfice, par exemple, si on parle pour les personas, c'est qu'on va construire des personas non pas sur quelque part la cible que l'on souhaite atteindre, c'est une des parts de la réflexion, mais aussi en fonction de la réalité de son audience et la réalité de ses clients. Parce que quelquefois, les personas vont être aussi élaborés dans une logique un petit peu de cliché. On va pousser un petit peu la réflexion sur un client type que l'on va avoir sur son site, sans forcément que ce client type corresponde à la réalité de son audience et de sa base client. Sur l'arborescence et les contenus, on touche à des questions éditoriales, des questions SEO. La question éditoriale est forcément une dimension subjective. Là, il va être utile de se baser sur la donnée pour construire son arborescence. Et sur les parcours et fonctionnalités, là aussi, on est beaucoup dans une logique de j'aime pas, et l'apport de la donnée va être utile en fonction de l'analyse des parcours existants. Allez, Marie-Claire, à toi sur les personas. Alors, les personas. Donc, évidemment, je pense
pense que maintenant, tout le monde, autour de cette table virtuelle, doit connaître les personnages, savoir ce que c'est. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des archétypes qu'on met en place quand on est dans une phase amont de réflexion. On travaille sur les cibles, qu'elles soient aussi internes et externes, pour vraiment affiner la partie conception qui va suivre derrière. Ça nous permet d'avoir vraiment de se reposer sur des vrais gens, voilà, qui ont vraiment une vie personnelle, professionnelle, qui ont des habitudes de vie, qui ont éventuellement des enfants, qui ont des interactions avec différents devices. Donc, c'est vraiment intéressant à ce point de vue-là d'avoir ces archétypes. Et c'est vrai que pour nous, ça nous permet de comprendre, ça permet d'étudier vraiment le terrain de jeu qu'on a à disposition et d'échanger beaucoup avec le client. Parce que des fois, le client, il a souvent des avis préconçus. En fait, on s'est aperçu de ça sur un des sujets qu'on a mené il n'y a pas très longtemps sur Maximo. En fait, on s'est aperçu qu'il avait une idée très de ce style. Et puis, en fait, après, une fois qu'on a mis le sondage en ligne et qu'on a récupéré des informations, on s'est aperçu que c'était pas si facile que ça, c'était beaucoup plus large, c'était pas si, voilà. Ça permet de bouger les lignes. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que chacun de ces leviers dont Lionel vous a parlé tout à l'heure permet vraiment d'affiner ces personnages. Je peux passer à la slide d'après, si Lionel. Et c'est surtout aussi qu'après, l'intérêt, en fait, de travailler avec Empiric sur la définition des personnages, c'est que, avec ce que Lionel va vous expliquer, c'est que ça permet vraiment de croiser des intuitions, des choses qu'on voit dans des sondages, dans un même marque, dans des études plus qualitatives de focus ou d'interview, mais ensuite, ça permet vraiment, en fait, de nous donner un terrain de jeu qui soit vraiment pertinent et utile. Donc, voilà. Donc, on va conforter les choix qu'on a vus en amont. Alors, des premières données à exploiter sont évidemment les données analytics, donc les données de l'audience de votre site collectées par Google Analytics ou AT Internet. L'intérêt, ça va être d'identifier des grands segments d'audience par rapport à votre site. Donc, évidemment, l'origine géographique, par langue, par pays, mais on peut même pousser jusqu'à la région, se rendre compte que l'audience d'un site, par exemple, est très locale ou plutôt nationale. Quelle est ensuite la fréquence de visite sur le site? Est-ce qu'on a des internautes qui retournent régulièrement, ce qui sera par exemple le cas d'un site média, d'un site qui va proposer un accès à un compte client, ou plutôt on est sur des logiques de one shot parce que voilà, par exemple, c'est l'achat d'un mobilier qui coûte cher et donc forcément il y a un parcours à un moment, mais c'est pas des achats qu'on va renouveler régulièrement. Troisième dimension à prendre en compte, c'est quelle est la typologie du device qui est utilisé. Est-ce que c'est plutôt mobile? Est-ce que plutôt desktop? Donc ça, c'est une information clé, évidemment, pour tous la conception ergonomique et la conception technique. Et puis aussi, l'analyse de vos sources d'audience. Quelle est la répartition des différentes sources de trafic entre le référencement naturel, les accès directs, les sites référents, les réseaux sociaux, les campagnes de publicité, et surtout, l'analyse de ces données-là va nous permettre de savoir si on a plutôt en face de nous une audience qui connaît déjà la marque, parce que des gens qui viennent en SEO sur la page d'accueil, c'est la plupart du temps 80% des gens qui auront tapé le nom de votre site sur Google. Ceux qui viennent en accès direct, vous ont enregistré votre URL dans les favoris ou utilisent des raccourcis navigateurs. Donc, c'est déjà des gens qui vous connaissent. Donc, est-ce qu'on a une audience qui a déjà qui va taper le nom de votre marque parce que votre marque est puissante, ou au contraire, c'est plutôt des gens qui arrivent après avoir tapé une requête générique sur Google, par exemple réservation d'hôtel, plutôt que de taper hôtel Ibis. Et donc là, c'est des contextes qui sont différents parce que d'un côté, on a des gens qui connaissent la marque, de l'autre qui la connaissent pas. C'est une information essentielle pour concevoir son site graphiquement. Donc les données analytics vont permettre de nourrir la réflexion sur les segments d'audience et sur du coup les personas. Et aller plus loin que Jean-Pierre, 35 ans, habite à Paris, il a 3 enfants, c'est Jean-Pierre, 35 ans, qui habite à Paris, qui a 3 enfants, qui utilise un mobile en ayant tapé un mot-clé sur Google correspondant à la marque et qui revient régulièrement sur le site. Donc, ça donne un peu plus de matière et de profondeur à la réflexion personnelle. On peut également s'appuyer, donc ça, c'est des données démographiques qui sont disponibles exclusivement sur Google Analytics. Alors, on n'aura jamais 100% de son audience qui est remontée par ce type de données, mais ça vous permet d'avoir quelle est aussi la tranche d'âge qui consulte votre site, donc voir si c'est en adéquation avec vos objectifs, et par exemple de la mettre en perspective des comportements en termes de consultation. Donc là, par exemple, on voit que la tranche des 18-24 ans,
Elle correspond à peu près à 25% du site en termes d'utilisateurs. Par contre, c'est une audience qui rebondit plus sur votre site. Donc, du coup, on peut se poser derrière la question des canaux d'activation, se poser la question aussi des sources de trafic et des campagnes qui sont exploitées. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec l'audience ciblée, l'audience souhaitée? Là aussi, ça va être une réflexion intéressante à prendre en compte dans la partie persona. Enfin, on a ce qu'on appelle une segmentation RFM, c'est-à-dire que vous allez segmenter votre base client. Donc là, pour le coup, ça implique que vous ayez une capacité sur votre site, mais aussi sur votre site mobile, de pouvoir remonter ces données uniquement quand les utilisateurs, bien sûr, sont connectés sur votre site et ont réalisé des commandes. Et donc, du coup, on va, à partir de là, réaliser ce qu'on appelle une segmentation RFM, donc R, récence, fréquence, montant. Ce qui va permettre, du coup, de pouvoir identifier des catégories d'internautes, des catégories de clients, les clients plus, parce qu'ils commandent régulièrement avec des montants importants, des inactifs, des endormis, des clients fidèles, et du coup, en fonction de la réalité de vos clients, aussi influencer la conception ergonomique de votre site web, la conception graphique à partir de la réalité des clients qui sont disponibles sur votre site. Sur l'arborescence et les contenus. Alors, l'arborescence, maître mot du site internet, vraiment c'est le pilier, c'est un socle. Alors quand on travaille sur une refonte, quand on travaille sur une création, c'est sûr qu'on a une page blanche, plus facile, grosso modo, de commencer à dresser un portrait robot. Quand on travaille sur une refonte, effectivement, c'est un peu plus souple parce qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'il y a déjà aujourd'hui sur le site, ce qui fonctionne. Il faut vraiment conserver ce qui fonctionne. C'est vraiment un gage de notoriété de sécurité. Mais il faut effectivement prendre en compte les nouveaux usages, les bonnes pratiques, les contenus qui sont complètement obsolètes, qu'il faut vraiment mettre à la poubelle, et voir un petit peu aussi quelles sont les nouvelles offres que je vais mettre en place sur ce site, quels sont les nouveaux contenus dont j'ai vraiment besoin, ou les nouveaux positionnements, comment ils doivent transpirer. Et en fait, ensuite, la posture générale de l'entreprise qui va communiquer. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. On a déjà un joli terrain de jeu, en fait, quand on a fait la partie audit amont avec des sondages, des interviews, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, après, on a les personnages qui vont nous guider. Bon, on nous aussi beaucoup dans les parcours, mais on va aussi savoir à peu près à qui on s'adresse. Et donc, ça va nous aider dans les réflexions. Et l'architecture, en fait, elle doit transpirer tout ça et elle doit vraiment être le reflet de ce qui va se passer derrière dans les pages. Elle est très, très importante. Pour moi, c'est un acte incontournable d'une refonte. On ne peut pas passer cette étape. Ça vous permet de vraiment d'organiser bien vos idées, de hiérarchiser les contenus et de savoir à qui vous vous adressez. C'est le premier impact résultant de toute la phase avant. C'est vrai que quand on travaille avec Empiric, on est vraiment très attentif à les interroger pour savoir comment on va faire. Moi, j'ai bossé avec Empiric et notre agence sur la partie 51 en Yvelines, la refonte du site. J'étais AMO sur ce site. C'est vrai qu'on a vraiment bien travaillé main dans la main pour vraiment fine-tuner l'arborescence en faisant attention aux pages qui étaient très consultées, au trafic qui était vraiment important sur certaines pages pour les faire remonter d'ores et déjà, par exemple, sur une page d'accueil. Donc ça, c'est vraiment la collaboration à ce moment-là est vraiment très importante sur la suite. Donc les enjeux autour de l'arborescence, comme l'a dit Marie-Claire, il faut déjà capitaliser sur les contenus performants, donc performants en termes de consultation, mais aussi en termes de référencement naturel. Et puis surtout, profiter de l'opportunité pour améliorer l'arborescence, améliorer les contenus, à la fois en termes d'expérience utilisateur, mais aussi en termes de captation d'audience, et aussi adapter l'arborescence et les contenus aussi à la nouvelle stratégie, parce qu'un projet de refonte, c'est aussi forcément corrélé souvent à une nouvelle plateforme de marque, une nouvelle stratégie de com. Et donc, il est aussi important, évidemment, que l'arborescence et les contenus soient cohérents par rapport à ça. Donc, la première étape de capitaliser sur les contenus performants, là, l'idée, tout simplement, c'est déjà d'analyser à la fois par thématique, mais aussi au niveau URL. Donc, ça, c'est des données qui concernent le site Empiric, tout simplement pour voir quelles sont les pages qui sont les thématiques qui sont les plus consultées et les plus performantes en SEO. On va distinguer, en fait, les deux choses, c'est-à-dire quand on parle de consultation de pages, c'est-à-dire des gens qui arrivent sur le site, qui se baladent et donc vont consulter
plusieurs pages, donc c'est ce qu'on appelle le nombre de pages vues. Et en termes SEO, chaque page d'un site a vocation à capter de l'audience et des positions en SEO sur différents mots-clés, agence SEO, agence analytics, agence marketing digital. Chaque page d'un site a vocation du coup à être une porte d'entrée. Donc c'est une composante importante. Le SEO peut représenter 40 à 70% de l'audience d'un site. Donc il est intéressant de mettre en perspective à la fois des données de consultation ici et aussi des données de consultation SEO, parce qu'on peut se rendre compte, si on prend l'exemple ici de cette page Analytics, elle est à 25% consultée quand l'internaute navigue sur le site, mais au final, elle représente une part extrêmement importante en SEO. Donc, si on se tient uniquement sur la consultation sur le site, on peut se dire que finalement, le 25% c'est important, mais par contre, quand on analyse la capacité de ces contenus-là à drainer de l'audience en SEO, on se rend compte que c'est des thématiques qui sont particulièrement importantes. Ensuite, en termes SEO, c'était une des questions tout à l'heure, l'arborescence d'un site, elle est extrêmement importante en SEO, déjà parce qu'il est important qu'elle abrite les contenus qui correspondent à des mots-clés qui ont été tapés par les internautes, et surtout, sa structure va influencer l'efficacité du SEO. Globalement, plus la structure sera compliquée, plus les moteurs de recherche auront des difficultés à crawler les contenus de son site, et donc vont ne pas optimiser ce qu'on appelle le budget crawl. C'est-à-dire que un moteur, quand il arrive sur un site, il a un temps dédié pour crawler les pages. Plus la structure est simple, plus il va crawler de pages, et donc plus vous serez récompensé en termes de référencement. Et donc du coup, quand on change de site, on change souvent d'arborescence, et donc on va potentiellement écraser des pages qui sont pourtant extrêmement importantes en référencement naturel. Et c'est donc des pages qu'on a identifiées sur les pages précédentes. Donc là, ce qu'on va mettre en place classiquement, c'est ce qu'on appelle des redirections 301, c'est-à-dire qu'on va dire à Google, voilà, telle page a été modifiée et remplacée par la page B. Mais ça ne suffit pas dans tous les cas. Parce que souvent, on est confronté à des cas où clients, des prospects nous appellent en disant « je comprends pas, j'ai refondu mon site, j'ai bien fait mes redirections entre mes anciennes URL et mes nouvelles URL, j'ai bien analysé les pages qui captaient le plus d'audience en SEO et pourtant mon audience se dégrade. » Pourquoi elle se dégrade? Parce que si, comme on le voit ici dans cet exemple-là, on a la même page qui est optimisée sémantiquement, par contre c'est une page qui du coup est placée à un niveau 3 dans l'arborescence, alors que sur la page sur le site précédent, elle était à un niveau 2. Et en plus, il y a une page qui a moins de volume de mots. On est passé de 5000 à 2500 signes. Et ben, même si vous mettez en place des redirections, que vous avez une page qui est optimisée sémantiquement au niveau SEO, au niveau des métas, du titre ou de l'URL, ben, vous allez avoir un risque de perte de position. Donc, l'important, c'est qu'on peut, bien sûr, modifier le contenu de la page, parce qu'on n'est pas obligé de raconter la même histoire avec le nouveau site. Mais par contre, il faut avoir un minima le même volume de mots. Et on peut positionner la page différemment dans l'arborescence, mais il faut qu'elle soit à minima à un même niveau de structure. Parce que pour Google, si la page est à un niveau 2 et ensuite, par exemple, à un niveau 5, ça veut dire qu'on lui accorde moins d'importance. Et quelque part, du coup, elle a moins d'intérêt et de pertinence à remonter dans les pages de résultats. Alors, ce que je voudrais ajouter, Lionel, si tu veux bien, c'est qu'en fait, après, il y a effectivement les informations de ce type-là qui ressortent quand on travaille sur ces aspects-là. Et après, il y a la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, en fait, certaines fois, bon client, vous avez besoin vraiment de cacher ce contenu-là, qui était là plus haut, de le remettre plus bas, parce que grosso modo, c'est une offre que vous voulez faire. Donc, en fait, je ne vais pas dire que c'est de la négo, mais en fait, il faut vraiment trouver un modus operandi qui fait qu'on arrive à faire un entre-deux, en fait. Donc, après, voilà, on fait de l'entre-deux quand c'est des points très, très pointus de ce type-là, dans lequel on se dit on a un bon trafic sur cette page, il ne faut pas la perdre, mais n'empêche que ce contenu, il est obsolète. Donc, comment on fait? Voilà, effectivement, il faut passer par une opération de discussion, de faire comprendre aux clients, en fait, que voilà, on a de bouger les lignes gentiment et sûrement. Et du coup, effectivement, nous, notre mission chez Empiric, c'est de vous fournir aux clients, de fournir aux agences la donnée, de sensibiliser sur les risques et les enjeux,
Après, si on dit, voilà, tel contenu pour des raisons stratégiques, et on a été confronté récemment à un cas, ok, on comprend, ce sont des contenus qui aujourd'hui nous drainent du trafic, de la visibilité, mais ce sont aujourd'hui plus des contenus qui sont stratégiques dans notre politique, dans notre stratégie d'entreprise, donc on accepte de les supprimer. Voilà. Mais après, le client prend la décision en connaissance de cause. Nous, on l'a sensibilisé sur les impacts et les risques potentiels. Voilà. Mais c'est bien sûr le client et c'est bien sûr la stratégie d'entreprise qui restera le juge de paix de toute orientation sur un site. En tout cas, voilà. Dans les phases amont, ce qui est important, c'est du coup de corréler, d'analyser la performance de ces thématiques, de ces contenus avec des données techniques, parce qu'on va pouvoir récupérer le nombre de mots dans une page, le nombre de liens externes, le nombre de liens internes. Et donc, du coup, tout ça va faciliter la prise de décision pour notamment savoir à quel niveau d'arborescence on place le contenu qu'on va rediriger et quelle volumétrie de mots on va mettre dans la page. Capitaliser, c'est bien, mais on peut se dire que la refonte, c'est aussi l'opportunité d'améliorer, d'essayer aussi de faire mieux. C'est bien sûr un objectif important. Et pour ça, on va s'appuyer sur la cartographie des contenus existants. Nous, notre vision, c'est de se dire, pour faire mieux, déjà, la première étape, c'est aussi d'essayer d'améliorer des contenus qui ont eu une performance qui se sont dégradés dans le temps. Si là ici on reprend les différents cas d'évolution de la performance d'un contenu, un contenu qui a tout de suite eu une performance constante dans le temps et une performance stable, évidemment il est à conserver et à rediriger. Un contenu qui a une performance constante sinusoïdale, mais parce qu'elle est très lié à la saisonnalité, on peut aussi le conserver. Par contre, un contenu qui a eu un moment un pic d'audience et ensuite qui a baissé, on peut se poser la question de l'amélioration qu'on peut avoir sur ce type de contenu. Et puis, in fine, un contenu qui a pas du tout de performance dans le temps, on peut se poser la question tout simplement aussi de le supprimer parce que quelque part, s'il n'a pas fonctionné, notamment en référencement naturel, ça sert à rien de faire perdre du temps à l'internaute, au robot des moteurs de crawler cette page. On peut tout à fait la supprimer. Alors, c'est un point qui est important, en fait, parce que c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, quand on disait à un client, on vous disait, voilà, il va falloir supprimer ça et ça et ça, c'était très mal vécu, en fait, parce que c'était un peu comme si on leur enlevait les petits. Donc, et maintenant, c'est quelque chose qui commence à vraiment passer dans les mœurs. Enfin, voilà, c'est compris. Alors, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, et puis c'est vrai que vous nous aidez dans ce genre de débat, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu la nouveauté de deux dernières années, c'est que, ok, on accepte de supprimer des contenus pour le bien du site et pour le bien de la visibilité du site. Ouais, c'est dans une logique effectivement. Et évidemment de la performance. Ouais. Quand je disais tout à l'heure, voilà, l'objectif c'est de faire mieux plutôt que de vouloir faire plus. Typiquement, faut arrêter à vouloir faire toujours plus de contenu. Il faut faire du contenu de bonne qualité, évidemment, qui intéresse les robots dans une optique SEO et évidemment l'utilisateur. Alors, rapidement, parce que alors pour ceux qui ont assisté au webinaire la semaine dernière, ils revoient quelques slides qu'on avait diffusés. On rentre, vous pouvez encore le voir en replay sur ce webinaire contenu et SEO, où on rentre vraiment dans une analyse fine de la compréhension des raisons d'une baisse de performance. Si on prend l'exemple de cet article, en fait, on va récupérer à la fois les tendances de session SEO, mais aussi les tendances de marché, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont tapé Google Analytics et RGPD. Et donc, du coup, à partir de ces analyses-là, on va pouvoir mesurer l'écart. Et donc, si on prend l'exemple de ce contenu, on se rend compte qu'on a eu au début ici un pic d'audience important qui est confirmé par le marché. C'était au moment de la mise en place du RGPD, donc il y avait beaucoup de questions autour de l'exploitation des données sur Google Analytics. Par contre, on se rend compte qu'il y a effectivement une baisse d'audience, mais nous, la baisse d'audience, la baisse de consultation de notre site, elle est très importante. On a un contenu qui n'est quasiment plus consulté, alors qu'en fait, le marché nous montre qu'il y a encore des requêtes. Et ce qui fait que du coup, en mesurant l'écart, on se rend compte que si la courbe augmente, là, ça veut dire que c'est pas bon, c'est-à-dire qu'on perd des parts de marché.
Donc, en faisant ce type d'analyse, dans le cadre de dans le cadre de cet article, on se dit deux choses. Première chose, on a excusez-moi, on a eu un pic saisonnier, mais par contre, du coup, on a encore des recherches qu'on ne capte plus. Et donc, du coup, l'intérêt derrière, c'est de se dire, ce contenu-là, on va essayer de le reprendre sur le site et surtout de l'améliorer pour continuer à capter de l'audience. Donc là, je vais pas rentrer dans cette analyse détaillée, mais on va faire ce travail-là de cartographie sur tous les contenus existants. Donc, en mesurant à chaque fois la tendance de session, la tendance de marché et l'écart. Et ensuite, on va déterminer des scores de priorisation pour savoir dans quelle mesure on doit améliorer, conserver ces sites sur un contenu, sur la refonte d'un nouveau site. Donc là, de façon automatique, à partir de ces données, on va prioriser les contenus qu'il faut. Globalement, ceux qui sont les plus proches de 100 sont des contenus prioritaires, et ceux qui sont à un niveau 3 ou 2, on peut se poser la question de leur conservation de le site ou de leur enrichissement. Donc là, je vous donne des exemples concrets de décisions qu'on pourrait prendre aujourd'hui si on refondait le site empirique. Sur la page Google Data Studio, qui est une page qui a un potentiel d'amélioration très important, un indice de priorité à 100, là, on se dit qu'on va, parce que ce contenu-là est obsolète, le rediriger vers une nouvelle page qu'on va créer. On a une deuxième page qui est la page Data Science, qui a une performance assez importante et qui s'améliore naturellement. Donc globalement, on gagne des parts de marché aujourd'hui sans rien faire. Donc ça sert à rien quelque part de passer du temps. À ce stade, on a une performance qui s'améliore de façon naturelle. Donc on redirige telle quelle. La page Analytics, c'est une page importante pour nous parce que c'est une page qui doit générer des leads. Donc là, on va l'enrichir et l'améliorer. Et puis ensuite, sur le dernier contenu Google Analytics, on va le rediriger, on va le booster en termes de maillage interne, comme je l'expliquais tout à l'heure. Marie-Claire? Alors, une fois qu'on a raconté tout ça, effectivement, voilà le résultat que ça peut donner. C'est des schémas un peu barbares qui montrent comment s'organise un site Internet. Et mine de rien, c'est nos outils de travail. C'est là-dessus qu'on bosse, en fait, et qu'on partage avec vous notre vision de comment doit être architecturé un site. Donc, on essaye ensuite de faire quelque chose qui est le plus organisé possible. C'est sûr que tout ce qu'on a vu avant, tout ce que Lionel vous a raconté, ça se voit ensuite après dans le document qui va servir de base pour l'étape d'après. Donc l'étape d'après, Lionel, c'est le parcours. Et les fonctionnalités. Donc là, on ne parle pas encore tout de suite de conception UX/UI, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui comme on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que, grosso modo, c'est quand même là où il faut s'apercevoir qu'un site, tu peux avancer, effectivement pas faire d'erreur de navigation, parce que s'il y a une erreur de navigation, si l'internaute ne comprend pas, il se barre, voilà, il ne revient pas. Donc, modo, il ne va pas revenir. Donc en fait, la partie conception, c'est vraiment, et en travaillant main dans la main justement avec Empirique, ça peut nous aider. Alors c'est pas la conception, oui, avec vraiment toute la définition des parcours en tant que tel, c'est vraiment anticiper de quelle manière ça va se passer. Donc voilà, c'est là que ça va être intéressant de travailler avec Empirique, parce que c'est là qu'on va s'apercevoir, en creusant encore un peu plus, on peut aller. Donc on a quelques exemples là qu'on va vous donner. Alors, du coup, effectivement, c'est pas une généralité, mais on assiste souvent, le travail de conception, il va être fait à partir de personas, de recueil des besoins du client, mais quand je parle du client, c'est l'entreprise qui paye, et c'est pas forcément l'opinion du client est pas toujours représentative de la réalité de la perception de ses utilisateurs. Et en fonction, le travail de conception peut se faire en fonction de tendances graphiques, de la concurrence, donc c'est assez bien, mais il est fondamental de se baser aussi sur l'analyse de l'existant parce qu'elle va donner énormément d'informations très utiles. Alors, l'outil Analytics, là, vous avez Google Analytics à gauche ou AT Internet à droite, propose différentes modélisations de flux de navigation via ici un flux et un parcours et côté AT Internet via des sunbursts. Donc, c'est des modélisations très puissantes, mais qu'il peut être nécessaire de retravailler, d'enrichir pour les rendre un peu plus digestes et compréhensibles dans le cadre d'un projet de refonte. Donc, typiquement, par exemple, une information très intéressante, c'est des analyses de heatmap, de cartes de chaleur. Donc, c'est un outil qu'on va installer sur un site
et qui va donner l'information déjà dans quelle mesure les internautes, sur quel lien ils vont cliquer dans la page et dans quelle mesure ils vont scroller, aller jusqu'à la fin de la page. Aujourd'hui, on est dans une logique où on conçoit des pages extrêmement longues, notamment adaptées à la navigation sur mobile. Mais du coup, se pose la question de l'ordre d'affichage des éléments. Et là, si on prend cet exemple très concret, on se rend compte que le call to action de cette page, qui est l'information clé, en fait, 25% des internautes ne la voient pas parce que du coup, il se situe en dessous de la ligne de flottaison. Donc, de croiser ces comportements de navigation avec des données de résolution écran montre de façon très limpide que le CTA sur ce site existant est positionné en bas de page. Donc là, l'intérêt, en bas de page, en tout cas pas sur l'écran de base. L'intérêt, c'est de se dire, on va essayer de le remonter tout de suite sur le premier écran. Donc ça permet d'avoir déjà des clés de compréhension sur l'ordre d'affichage des blocs sur une page, parce que ça, c'est un sujet fondamental de la conception d'un site. Tout à fait. Ça, c'est très parlant. En plus, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est très parlant. On voit tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, c'est une preuve quand on est dans ce stade-là d'échange, parce que des fois, quand vous êtes client, vous n'avez pas forcément cette vision. Vous avez l'impression que tout va bien. Mais en fait, c'est très important d'avoir ce genre de preuve. Ensuite, c'est des analyses qu'on peut modéliser pour des grandes pages types. Et là où c'est intéressant de les modéliser, et c'est là où on a besoin de combiner plusieurs sources de données, c'est d'ajouter en plus le contexte. Le contexte, c'est tout ce qu'on a, les informations à gauche. Donc, dans le cas, par exemple, de cette page, 80% des internautes qui atterrissent sur la page après une recherche Google ou un accès direct, donc c'est des gens qui ont tapé empirique ou en accès direct, donc ça veut dire qu'ils connaissent déjà a priori l'entreprise. Et ils sont plutôt en desktop, parce qu'en B2B, on est souvent en desktop quand on va chercher des informations commerciales sur une entreprise. C'est moins le cas sur la partie blog, qui est très utilisée sur la partie mobile. Et quand on arrive sur ces pages, 22% cliquent sur le menu, 25% rebondit et 24% scrollent jusqu'à la fin de la page. De prendre en compte l'ensemble de ces éléments de contexte peut tout simplement, quand on se pose la question de la page d'accueil, si on modélise aujourd'hui la réalité de son audience sur la page d'accueil, on modélise le contexte, comment les gens arrivent sur la page, qu'est-ce qu'ils font sur la page, la proportion qui rebondissent, ça permet de nourrir les réflexions sur l'ordre d'affichage des blocs, sur les éléments de réassurance, le texte, le positionnement de call to action, les champs d'application sont très importants. Et notamment, oui, quand on est sur la réflexion de page d'accueil, parce que c'est vrai que sur une page d'accueil, on a tendance souvent à mettre beaucoup de choses, parce que c'est la page de la couverture, c'est la première qu'on voit, même si on sait que c'est pas forcément la première page sur laquelle les usagers arrivent, parce qu'ils ont d'autres façons de fonctionner, et Google en est une. Mais c'est vrai que c'est important de savoir ça, parce que ça nous permet aussi d'architecturer, de voir à quel endroit on peut pousser des pushes tactiques dans lesquelles il pourrait y avoir des rebonds, des formulaires, des instructions des newsletters, un contenu corporate un peu enterré, on peut éventuellement aussi le remonter, c'est-à-dire que ça sera une porte d'entrée aussi vers ce chapitre-là qui n'est pas très consulté aujourd'hui. Voilà, c'est de la tactique. Tout ça, c'est de la tactique et ça nous sert vraiment de discuter de point de discussion. Ensuite, dans des analyses qui peuvent être intéressantes, c'est de définir des appétences entre rubriques via une matrice de corrélation. Donc là, vous allez avoir de part et d'autre les différentes catégories de contenu sur un site. Et on va voir dans quelle mesure les internautes, quand ils vont sur une catégorie de contenu, ils vont sur une autre catégorie de contenu. Et donc ça peut être très intéressant pour réfléchir à des logiques de parcours, se dire que quand un internaute arrive, par exemple, sur la page, dans le cas du site empirique, sur la page agence SEO, la plupart du temps, il va derrière consulter des contenus autour de l'analytics ou aller sur le blog. Donc ça peut permettre de se dire, en fait, il faut qu'on le remonte dans l'ordre d'affichage de la page, il faut qu'on travaille des blocs de maillage interne, il faut qu'on retravaille le menu. Donc là aussi, plutôt que d'être dans une logique de j'aime pas, de se dire la réalité aujourd'hui, les gens, quand ils vont sur une catégorie de page, ils vont derrière sur une autre catégorie de page. Donc ça peut aider au travail de structuration de l'arborescence et à la conception des pages. Toujours dans des modélisations potentielles, c'est l'analyse des parcours par device. Là, par exemple, on a modélisé sur un site
déjà quelle est la proportion de gens qui reviennent sur le site, combien sont en nouvelle visite. Donc là, une forte proportion de revisites ici. Ensuite, on se rend compte que majoritairement, en tout cas au global, on a des internautes qui viennent en revisite via le desktop et par contre, ils rebondissent. Alors, il faudrait rentrer dans des analyses plus approfondies pour comprendre pourquoi ils rebondissent, mais par ce type de modélisation, on va bien comprendre à chaque fois quels sont les comportements de navigation sur le site, le contexte d'usage, le contexte technique. Là, ça a été la clé d'entrée de compréhension. Et derrière le comportement sur le site. Donc là, ça peut aussi influencer la conception, les choix qui sont faits au niveau de la version mobile. Est-ce qu'on part sur une version simplement responsive ou vraiment une version spécifique? Ça peut être une analyse très utile. Ensuite, toujours dans les parcours, dans les données à analyser, là, on va analyser ce qu'on appelle des parcours de conversion. On va se dire, voilà, globalement, sur mon site, dans quelle mesure, quand les internautes, quels sont les parcours privilégiés qui font qu'un internaute va plutôt convertir sur le site. Et là, on se rend compte que globalement, quand l'internaute arrive directement sur un produit, il va plus facilement acheter parce qu'on a un taux de conversion à 2,45, alors que quand il arrive sur la page d'accueil, le taux de conversion est plus faible. Et quand par contre il arrive sur une page de gamme, au final, on a aussi un taux de conversion qui est plus faible. Comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer aussi par rapport au contexte d'arrivée sur le site, c'est-à-dire qu'on a un internaute qui a tapé directement le nom d'un produit sur Google, qui arrive en SEO ou en SEA. Donc, s'il a tapé le nom du produit, il est dans un processus plus avancé de réflexion et là, va un peu plus convertir. Mais ça, il n'empêche que c'est des informations qui vont être utiles du coup sur l'analyse de la performance des canaux d'acquisition, mais aussi sur l'analyse des pages qu'il faut particulièrement soigner parce qu'elles ont un impact hyper important dans les parcours de conversion. Le parcours de conversion, c'est le parcours qui va intégrer l'ensemble des pages à partir de la page d'accueil jusqu'à la conversion. Et après, on va pouvoir aussi analyser dans la phase du tunnel, c'est-à-dire, par exemple, quand on est sur les différentes étapes d'un tunnel d'achat sur un site, analyser quelle est la déperdition à chacune de ces étapes, quel est le taux d'abandon. Et donc, ça peut être aussi une information très intéressante à réexploiter pour améliorer, réduire le nombre de champs, faciliter la connexion à un espace client, favoriser par exemple aussi le passage de commandes sur un site e-commerce sans forcément avoir accès à un compte client. Tout un tas d'analyses qu'on va pouvoir avoir par ce biais-là. Marie-Claire, je te laisse conclure. Alors voilà, donc on vous a raconté le début de l'histoire en fait. J'espère qu'elle vous a intéressé, mais c'est vrai que c'est des points qui sont hyper. Toute cette phase elle est très très importante parce qu'elle va conditionner tout ce qui va suivre derrière en fait. Vraiment, ça nous permet de bâtir pas à pas et avec des preuves tangibles parce que c'est bien d'avoir des intuitions, c'est bien de faire des benchmarks pour voir les bonnes pratiques, pour voir ce que font les autres, pour faire de la veille concurrentielle, pour bien comprendre comment on peut prendre des astuces et des trucs chez nos petits copains. C'est vrai qu'après, quand on peut croiser avec la donnée tangible, d'un seul coup, ça prend corps. Et surtout, ça instaure un vrai dialogue en fait, avec un client. Parce qu'on peut vraiment se dire, OK, là, cette page-là, elle marche très bien. Effectivement, sur mobile, ce site-là, il est très consulté. Il faut conserver ça. Cette partie-là de la page, elle est très importante. Voilà. Et c'est vraiment important d'avoir ces points de vue croisés. En fait, ça enrichit le débat. Et on est plus sûr d'avoir un site qui soit pertinent et légitime sur plein d'aspects. Donc ça permettra peut-être on fera un autre webinaire pour vous raconter la suite de l'histoire, effectivement, si ça vous intéresse. Mais là, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, on avait une question de Delphine sur le lien entre l'arborescence et le SEO. J'espère avoir répondu. Et Pascal sur les stats Google, oui, il faut qu'il soit. Google fait le lien à partir de la connexion à leur compte Google. Mais on n'a pas besoin d'être connecté sur le site. Par contre, effectivement, il va faire le lien entre la connexion au compte Google et les données et la navigation sur un site. Bon, sachant que je pense qu'en termes de RGPD, le sujet est potentiellement limite côté Google mais en tout cas aujourd'hui voilà le fonctionnement technique. Avez-vous des questions?
Pas de questions. Eh bien, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour les problèmes techniques. Vraiment désolée. Vraiment. Je vous envoie tout de suite par le chat un lien vers un questionnaire de sondage, justement, pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans ce webinaire. Et puis, voilà, le webinaire sera disponible en replay. Et je vous invite également à vous inscrire à notre prochain webinaire sur le SEA qui aura lieu jeudi prochain et à voir nos autres webinaires en replay. Et les webinaires à Dimeo également, tout à fait. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.